11 août 1987. Deux employés de la société Cofiroute découvrent le corps d'un enfant enroulé dans une couverture en bordure de l'autoroute A10 à Suèvre. Le patron de la section de recherche d'Orléans, le chef d'escadron Rémi Monnier, débute l'enquête. Il ne se doute pas alors qu'il faudra attendre 31 ans pour identifier deux suspects, les parents, et enfin mettre un nom sur le visage de l'enfant anonyme devenu la petite fille de l'A10. Le récit de Rémi Monnier. Alors ce jour-là, le 11 août 87, tout démarre comme une enquête criminelle classique. On a un coup de fil vraisemblablement du peloton d'autoroute, puisque c'est le peloton d'autoroute de la gendarmerie qui a été sur place les premiers. Donc moi je me déplace tout de suite, je vais sur place avec une équipe de gendarmes de la SR. Première surprise, c'est qu'en arrivant sur place, il n'y a pas de cadavre. Deuxième surprise, c'est que dans notre idée, on va sur place pour faire des relevés de traces et indices, recherche de renseignements. Les relevés de traces et indices, on est un peu gêné parce que le peloton autoroute est passé sur les lieux et évidemment ça a été piétiné. Donc on sait que déjà que les traces et indices, on aura du mal à en retrouver. Mais je laisse quand même une équipe sur place pour effectivement, sur la scène de crime, essayer de recueillir le maximum d'informations matérielles, si je puis dire. Ils ont commencé déjà l'autopsie, mais sur le corps, il y a des traces de morsures, des traces de brûlures, de cigarettes. Rien n'a été fait, donc avec les enquêteurs, on commence à faire un relevé, des photographies bien sûr, et puis relevé de salive, tout ça. On ne sait jamais si un jour on peut l'analyser. On ne pense pas du tout à l'ADN, on ne sait pas que ça existe à l'époque. Mais si des fois la police scientifique dans un laboratoire peut déterminer effectivement que cette salive vient de telle ou telle personne qu'on a interpellée, ça pourra toujours aider. Et puis les vêtements. Les vêtements sont dans un coin, là aussi on prend tous les vêtements et on les met sous scellés, on essaie de les protéger au maximum. Les enquêteurs de la section de recherche d'Orléans sont en pointe pour leur époque. Ils sont les premiers gendarmes à être équipés d'un véhicule mobile de police technique. Nous disposons effectivement à cette époque-là d'un véhicule de police technique. Alors je dis bien police technique, pas police scientifique, puisque ça n'existait pas encore. Enfin ça existait au niveau du laboratoire gendarmerie, mais pas sur le terrain. Et donc c'est un véhicule à la demande de la gendarmerie. Toutes les sections de recherche en France ont eu à faire un projet sur un véhicule de police technique qui pouvait servir sur le terrain. Et c'est le projet de la section de recherche d'Orléans qui a été retenu. Donc nous avons la chance effectivement d'avoir le premier et le seul à l'époque véhicule de police technique en France. Et donc chacun a été formé, chacun a participé même à la conception du véhicule. Et donc on est quand même assez content de pouvoir se promener avec ce véhicule sur les lieux de n'importe quelle affaire criminelle pour pouvoir faire effectivement tout ce qui est prélèvement, tout ce qui est relevé et tout ce qui est scellé dans les meilleures conditions possibles. En 1987, les gendarmes font face à une impressionnante énigme criminelle. 65 000 écoles sont visitées, des médecins sont rencontrés pour tenter de mettre un nom sur le visage de la petite victime. Les enquêteurs recherchent une aiguille dans une botte de foin. Alors c'est vrai que sur le moment, on ne sait pas du tout, on ne sait pas comment va se dérouler cette enquête, comment elle va être orientée, parce que cette petite fille retrouvée sur le bord de l'autoroute, on ne sait pas du tout si elle est de la région, on ne sait même pas si elle est française, si elle est de France. En plus, on a quand même, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on aura quelques difficultés au cours de l'enquête pour effectivement conduire des investigations comme on aimerait le faire. Mais tout ce qui est recherche de renseignements d'une part et surtout recueil des indices, là on sait faire et effectivement c'est quelque chose qu'on peut faire de la meilleure façon possible. Mais on ne sait pas si ça servira ou non. Alors c'est vrai que 31 ans après ça a servi, enfin on apprend que ça a servi et on est content, mais sur le moment on ne sait pas. Sur le moment ça fait simplement partie des fondamentaux. Ce sont des choses que l'on peut faire sur n'importe quelle affaire criminelle. Des fondamentaux précieux. 31 ans après, la couverture saisie en 1987 livre enfin une trace ADN exploitable. Elle conduira au petit frère de la victime, puis à ses parents, les deux suspects mis en cause par la justice. C'est un immense soulagement, mais soulagement surtout de se dire que sur cette tombe, depuis 31 ans, il n'y avait pas de nom, elle était anonyme, et là effectivement il y aura un nom. Après le sort des meurtriers, c'est entre la justice, donc ça n'a pas d'importance. Mais surtout savoir qu'elle était identifiée et qu'on pouvait mettre un nom sur sa tombe. Ça, c'était très important. Et puis c'est bien parce qu'avec le recul, on s'aperçoit que, bon, c'est vrai que les gendarmes ont travaillé là-dessus, que ce soit la section de recherche, la gendarmerie départementale, tous les gendarmes de France et de Navarre finalement, et la presse.
puisque la presse a repris l'affaire à plusieurs reprises, a pu le relancer, et donc on s'aperçoit effectivement que c'est la somme de toutes ces personnes qui ont bien voulu faire quelque chose pour essayer de faire avancer cette enquête qui permet la résolution. Ce n'est pas uniquement la gendarmerie.